Cette vidéo va te permettre de compléter tes notes de cours à la page 34. Premièrement, les fractions équivalentes. Les fractions sont équivalentes si elles représentent la même quantité. Les fractions sont équivalentes si on peut multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Ici, dans l'exemple 1, on va vérifier si mes fractions sont équivalentes. Comment on fait pour vérifier si des fractions sont équivalentes? On va se demander par quoi je peux multiplier 2 pour arriver à 40. Donc, 2 fois quoi donne 40? C'est 2 fois 20. Est-ce que c'est la même chose pour le dénominateur? 5 fois quoi donne 100? C'est aussi fois 20. Parce que c'est le même nombre qui multiplie le numérateur et c'est le même nombre qui multiplie au dénominateur. Pour ces raisons, on peut dire que oui, les fractions sont équivalentes, ce que tu dois écrire. À toutes les fois, il va falloir que tu laisses les traces de tes calculs pour me prouver pourquoi tu dis qu'ils sont équivalents. Les deuxièmes fractions, pour vérifier si elles sont équivalentes, on ne peut pas multiplier parce qu'on part de 4 et on veut se rendre à 2. C'est impossible de multiplier. Mais on ne peut pas additionner puis soustraire non plus. C'est toujours multiplier ou diviser. Ça veut dire que si je veux passer de 4 pour me rendre à 2, il faut que je divise. Il faut que je divise par 2. Parce que 4 divisé par 2 me donne 2. Et pour passer de 10 à 5, 10 divisé par 2 donne bien 5. Donc, parce que je divise et je multiplie par le même nombre, oui, les fractions sont équivalentes. Si ça m'arrivait que je multiplie en haut par un nombre et en bas, ce n'est pas le même nombre, ou diviser ou multiplier. Et dans ce temps-là, tu laisses les preuves de tes calculs qui me disent que ce n'est pas le même nombre et tu marques non, elles ne sont pas équivalentes. Maintenant, on ne veut pas juste que tu vérifies que les fractions sont équivalentes, mais on veut que tu sois capable de trouver des fractions équivalentes. Ça veut dire des fractions qui vont être égales, qui représentent la même valeur. J'ai 5 septièmes. Si je veux des fractions équivalentes à 5 septièmes, c'est pas compliqué. C'est juste à me dire, si je multiplie le numérateur par un nombre, je multiplie le dénominateur par le même nombre, je vais obtenir une fraction équivalente. Je choisis par le nombre que je veux. Donc, je peux faire fois 2. Donc, si je fais fois 2 au numérateur, 5 fois 2, ça donne 10. Bien, je dois faire fois 2 en bas au dénominateur. 7 fois 2, ça donne 14. Donc, 5 septièmes est une fraction équivalente à 10 quatorzièmes. Je peux dire, ben moi, je repars de la même fraction, mais je fais fois 3. Et ça va être égal. 5 fois 3, ça donne 15. Si j'ai fait fois 3 au numérateur, je vais faire fois 3 au dénominateur. 4 fois 3, ça donne 21. Donc, 15 21e est une fraction équivalente à 5 septièmes et aussi à 10 quatorzièmes. Je peux continuer comme ça à l'infini. Ça veut dire que je pourrais faire fois 4, fois 5, fois 6, fois 20, fois 20 000. Ça ne changerait pas. Mais si on a compris le principe, on n'a pas besoin de continuer. On va aussi te demander d'être capable de faire des fractions irréductibles. Irréductible, tu dois te rappeler que ça veut dire une fraction réduite au maximum. Il faut trouver la plus petite fraction qui est équivalente. Il y a différentes méthodes de le faire. Je vais t'en montrer deux. Choisis celle que tu veux. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre, c'est juste la plus rapide pour toi. Et dans des situations, des fois ça peut être une, des fois ça peut être l'autre. Si j'ai 54 sur 66 et que je veux diviser, moi, la première méthode, c'est qu'on va utiliser nos caractères de divisibilité. On a vu en début d'année qu'on est capable d'avoir des trucs pour savoir si un nombre est divisible. Un nombre est divisible par 2. Ah oui, si mes nombres sont pairs, ils sont automatiquement divisibles par 2. Un nombre est divisible par 3. Ah oui, si j'additionne tous les nombres, si le résultat est divisible par 3, c'est divisible par 3. On a vu des trucs comme ça pour le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, et ainsi de suite. Il faut que tu les connaisses, parce que ça va te permettre d'aller plus rapidement pour faire des fractions irréductibles. Ici, 54 sur 60.
Moi, je vais toujours en me demandant, ben, le premier, non. Est-ce que c'est divisible par 2? Ah oui, c'est pair. Les deux sont pairs, donc ça va être divisible par 2. Je vais diviser par 2. Donc, je divise par 2 au numérateur. 54 divisé par 2 me donne 27. Et 66, comme qui était pair automatiquement divisé par 2, 66 divisé par 2 me donne 33. Là, mes fractions, c'est sûr qu'elle n'est pas réduite au maximum. Donc, il va falloir que je continue. Là, il faut que je me demande, 27 et 33, sont-ils encore divisibles par 2? Non, les deux finissent pas par... Les deux sont pas pairs, donc ça ne se divise pas par 2. Est-ce que les deux sont divisibles par 3? 27, 2 plus 7, ça me donne 9. 9 est divisé par 3, donc 27 va être divisé par 3. 33, 33, 3 plus 3, ça fait 6. 6 est divisé par 3, donc automatiquement, c'est divisé par 3. Donc, je peux dire, je vais diviser par 3. 27 divisé par 3, on connaît nos tables, ça donne 9. Et 33 divisé par 3, ça donne 11. Donc, j'obtiens 11 sur 9. 11 sur 9, est-ce que ça se réduit encore? Non, c'est réduit au maximum parce que 11 est un nombre premier qui se divise seulement par 1 et lui-même, et 9 ne se divise pas par 11. Bon, on a terminé. Ça veut dire que ma fraction réduite au maximum, c'est 9 onzièmes. Ça, c'est une première méthode que tu peux diviser aussi plusieurs fois. Tu pourrais faire 5, 6 fois, jusqu'à temps que ça ne se réduise plus. La deuxième méthode, c'est qu'on peut utiliser le PGCD. Si tu te souviens, on a vu c'était quoi le PGCD? C'est le plus grand commun diviseur à mes deux nombres. Donc, ça veut dire que je peux aller faire mon tableau pour trouver le PGCD. Je veux le PGCD de 54 et de 66. Et là, ça revient à la même chose. 54, est-ce qu'il se divise par 2? Oui. Donc, je commence par 2 parce que je mets ici, tu te rappelles, mes diviseurs premiers. Donc, 54 se divise par 2, ça me donne 27. 66 se divise par 2, ça me donne 33. Et là, ça se divise plus par 2, donc je vais y aller avec le prochain diviseur premier. Par 3, 27 se divise par 3, oui, ça donne 9. 33 se divise par 3, oui, ça donne 11. Et 9 et 11 sont les nombres premiers, donc j'ai terminé. Ici, j'ai mes nombres premiers, donc mon PGCD de 54 et 66, c'est 2 à 3, qui me donne 6. En tant que tel, cette méthode-là nous a permis de trouver rapidement par quoi 54 et 66 se divisaient. Ça veut dire que je peux dire, OK, automatiquement, je pourrais diviser par 6, je pourrais diviser par 6. Et 54 divisé par 6 me donne combien? Ça me donne 9. 66 divisé par 6 me donne combien? Ça me donne 11. Et on a obtenu les deux résultats aussi dans notre tableau. C'est sûr que si tu le voyais tout de suite, rapidement, que les deux nombres se divisaient par 6, tu n'étais pas obligé de faire ton tableau du PGCD. Mais il t'aide à visualiser que les deux se divisent par 6. Dans l'exemple qu'on a fait ici, la première ou la deuxième méthode n'est pas vraiment plus longue une que l'autre. C'est vraiment toi qui décides. Si nos nombres sont vraiment plus gros, bien là, ça va peut-être être plus pratique d'utiliser la deuxième méthode. Mais tu es libre toujours d'utiliser celle que tu veux. L'idée, c'est que tu réduises ta fraction au maximum. Ensuite, si je veux comparer des fractions, c'est la même chose que quand on l'a fait avec les nombres naturels, les nombres entiers. Ça veut dire, je veux savoir quelle fraction est la plus grande, la plus petite, ou est-ce que mes fractions sont égales. Pour être capable de les comparer, super important, pour comparer des fractions, elles doivent avoir le même dénominateur. Alors, on doit trouver des fractions équivalentes ayant le même dénominateur avant de les comparer. On ne peut pas comparer des grandeurs qui ne sont pas les mêmes. Donc,
C'est important que j'ai des fractions équivalentes. Si je regarde la première fraction, j'ai 2 cinquièmes et 4 cinquièmes. Ici, c'est pas très compliqué. Les deux sont au même dénominateur. Donc, j'ai pas besoin de faire le dénominateur commun, c'est déjà des cinquièmes. Ça veut dire que j'ai des cinquièmes pour les deux. Et dans la première, j'ai 2 cinquièmes. Dans la deuxième, j'ai 4 cinquièmes. Je regarde le numérateur qui est le plus grand. J'en ai 4 cinquièmes, donc ma deuxième fraction est plus grande que ma première. Le deuxième exemple. J'ai des cinquièmes et j'ai des dixièmes. Je ne peux pas comparer tout de suite. Il faut toujours que je les mette au même dénominateur. Dénominateur commun de 5 et de 10, ça va être 10. Donc, je vais mettre cette fraction-là sur 10. Qu'est-ce que je fais pour la mettre sur 10? C'est que je laisse toujours mes traces de calcul. Et je vais avoir fait fois 2 en bas. J'ai fait fois 2 en bas, je dois le faire en haut aussi. 2 fois 2, ça me donne 4. OK, j'arrive à 4 dixièmes. Et ici, j'avais déjà 4 dixièmes. Donc, ça veut dire que mes fractions sont égales. Ensuite, j'ai des tiers et j'ai des quarts. On va les mettre au dénominateur commun. Le dénominateur commun de 3 et de 4, j'essaie toujours de trouver le plus petit possible. 3 fois 4, ça fait 12. Le plus petit dénominateur commun des deux, il n'y en a pas d'autre, ça va être sur 12. Donc, je fasse fois 4 en bas. Si je l'ai fait en bas, il faut que je le fasse en haut. 2 fois 4, ça me donne 8. Ensuite, ici, je vais avoir fait fois 3. J'ai fait fois 3 en bas, je dois le faire en haut. 3 fois 3, 9. Maintenant qu'ils sont sur des dénominateur commun, qui ont le même dénominateur, là, je peux regarder le numérateur. Le numérateur 9 est plus grand que le 8, donc ça veut dire que ma deuxième fraction est plus grande que ma première. Et c'est pas en bas que je viens mettre le signe, c'est une fraction en haut, parce que ça veut dire que 2 tiers est plus petit que 3 quarts. La fraction suivante, 7 douzièmes et 11 vingtièmes. C'est sûr que je pourrais me dire de faire 12 fois 20 et ça me donne 240 et trouver le dénominateur de 240. Et l'idée, c'est d'essayer toujours d'avoir nos plus petits dénominateurs communs. Surtout parce qu'on va faire le même principe quand on va être en addition. Et puis ça, on a nos plus petits dénominateurs, ben on aura moins de production à faire par la suite, habituellement. Comment on fait pour trouver les plus petits dénominateurs communs? Pas compliqué. On va faire notre tableau des diviseurs premiers, donc on va aller trouver notre plus petit commun multiple de 12 et 20. Ça se peut qu'on le sache rapidement sans faire ça. Mais si tu ne le sais pas, tu fais ton tableau. Tu vas gagner du temps. 12 divisé par 2 me donne 6. 20 divisé par 2 me donne 6. Là, je me demande 6 et 10. OK, ils se divisent encore par 2. Bien, je vais continuer. 6 divisé par 2 me donne 3. 6 divisé par 2 me donne 5. Et 3 et 5 ont plus de diviseurs premiers communs. Donc, on a terminé. Pour faire le plus petit commun multiple, donc plus petit commun multiple, je vais faire 2 fois 2 fois 3 fois 5. Donc 2 fois 2 fois 3 fois 5. Et le résultat va me donner 60. Ça veut dire que le plus petit commun multiple de 12 et de 20, c'est 60. Ça veut dire que je vais pouvoir mettre mes fractions sur 60. Ça n'aurait pas été mauvais de les mettre sur 240. C'est juste que ça m'a donné les plus grosses fractions. 12 fois quoi donne 60? C'est 12 fois 5. Donc, je vais faire fois 5 ici. Si je fais fois 5 en bas, je vais faire fois 5 en haut. 7 fois 5 me donne 35. Et 20 fois quoi me donne 60? C'est 20 fois 3. Si je fais fois 3 en bas, je vais le faire en haut. 3 fois 3. 11 fois 3 me donne 33. Donc, une fois qu'ils sont sur le même dénominateur, j'ai juste à regarder mes numérateurs. Il y en a un, c'est 35, l'autre, c'est 33. Donc, automatiquement, ça veut dire que ma fraction qui est la plus grande est la première. Donc, je vais venir écrire en haut, 7 douzièmes est plus grand que 11 vingtièmes.